Bien, avant d'apporter un commentaire qui sera nécessairement très personnel aux exposés qui viennent de nous être présentés, je voudrais d'abord saluer leur remarquable qualité et puis souligner leur cohérence aussi. Je crois que ce qu'ils font apparaître, bien sûr, les autres sessions de ce colloque l'ont fait, c'est bien entendu l'écrasante suprématie de l'anglais dans les systèmes éducatifs nationaux, liée pour partie à ce que... Il faut couper. Liée pour partie à ce que Madame... à moins de prendre celui-ci. Il faut couper l'autre. Lié pour partie à ce que Mme Kouachi a appelé le monolinguisme institutionnel. Alors comment briser ce monolinguisme institutionnel? Mme Kouachi nous modestement et peut-être de manière plus réaliste a évoqué une piste qui me paraît très intéressante en effet pour briser ce qu'elle appelait l'habitus monolingue. De ce point de vue, si vous me permettez une prise de position qui n'engagera que moi, je crois que nos systèmes éducatifs, et le système éducatif français ne fait pas exception, fait une tragique erreur en introduisant l'apprentissage de l'anglais dès le plus jeune âge. Je veux dire dans les toutes premières années du primaire. Parce que ce qu'il faudrait faire à cet âge-là, où en réalité la connaissance d'une langue étrangère ne se fixe pas, ce qu'il faudrait faire, c'est habituer les jeunes enfants à délier leur langue. C'est-à-dire qu'il faut les habituer à chanter en chinois, à compter en allemand, à réciter une poésie en français, bref, leur donner un accès au plus grand nombre de langues possibles. C'est la seule manière que nous pourrions trouver de briser cet habitus monolingue. Initier à la diversité avant même de commencer véritablement l'apprentissage d'une langue étrangère et naturellement de commencer à apprendre l'anglais à un âge qui pourrait être retardé. Alors, j'ai été très frappé en écoutant l'exposé particulièrement clair de Madame Lee, évoquant les objectifs de l'apprentissage des langues étrangères dans le système éducatif coréen, par l'énoncé d'objectifs qui pouvaient tous se traduire en termes de compétences. Mais tous les systèmes éducatifs font de même, hein, je la rassure, y compris d'ailleurs le cadre européen commun de référence, qui raisonne en termes de compétences. On pourrait croire à la lecture de ces objectifs, et en prenant connaissance de ce référentiel, car c'est un référentiel qu'elle nous a proposé, on pourrait croire qu'une langue, ça n'est qu'un ensemble de compétences réceptives, comprendre, lire, ou bien productives, parler, écrire, correspondant à un système de communication qui a son lexique, sa morphologie, sa syntaxe. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une langue n'est pas seulement un ensemble de compétences. Que les pédagogues que vous êtes raisonnent en termes de compétences, enfin, ceux qui apprennent les langues étrangères à leurs étudiants, on le comprend aisément. Mais ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est qu'une langue n'est pas seulement un ensemble de compétences, une langue est aussi et indissolublement un point de vue sur le monde. Je le disais tout à l'heure, les langues ne disent pas toutes la même chose. Le russe a 2 mots pour désigner la couleur bleue selon qu'il s'agit du bleu du ciel ou du bleu de la mer. Le français a 2 termes pour désigner un cours d'eau selon qu'il se jette dans la mer ou pas, rivière ou fleuve, etc., etc.
On pourrait multiplier les exemples. Vous ne dites pas la même chose lorsque vous employez le mot spring en anglais pour désigner le printemps, parce que dans le mot spring, il y a une connotation de surgissement, de jaillissement, qui n'existe pas dans le mot printemps. Et ce qui permet d'en prendre conscience, c'est justement le passage d'une langue à l'autre, c'est-à-dire la traduction. Et je regrette beaucoup pour ma part, et c'est le second point de vue qui n'engage que moi que je voulais émettre à cet égard, je regrette beaucoup que dans l'apprentissage des langues aujourd'hui, exclusivement axé sur l'acquisition de compétences, on fasse l'impasse sur la pratique de la traduction. Je trouve que l'on devrait introduire, dès qu'on peut le faire, des exercices de traduction précisément dans l'apprentissage des langues, pour faire comprendre aux plus jeunes esprits, et le plus tôt possible, la différence des langues, leur opacité fondamentale, leur épaisseur, pour leur faire prendre conscience, justement, qu'une langue n'est pas seulement un ensemble de compétences. Et Mme Nishimura l'a très bien dit, en évoquant les 6 principes autour desquels devrait s'organiser, à son sens, un apprentissage des langues. Elle a, évoquant son 5e principe, elle disait qu'il faut apprendre les langues étrangères pour reconsidérer la langue maternelle du point de vue des apprenants étrangers. Mais c'est un des objectifs de l'apprentissage d'une langue étrangère. Tout le monde connaît la phrase de Goethe. Il faut apprendre une langue étrangère pour mieux comprendre sa propre langue. Le philosophe Barakassin dit il faut parler plus d'une langue pour savoir qu'on en parle déjà une. C'est le vis-à-vis des langues qui nous permet de comprendre ce qu'est profondément sa langue et qui permet de faire un retour vers soi-même. Ce qui permet en effet de réconcilier ou de conjuguer l'ouverture à autrui avec la culture de sa propre identité linguistique. N'est-ce pas? L'apprentissage d'une langue étrangère ne vous dépossède pas de votre identité. Au contraire, elle contribue à la renforcer. C'est du reste ce que Mme Cauchy soulignait en nous disant qu'il fallait arrêter de voir le monde à travers les États-Unis. C'est effectivement cette idée fondamentale qu'une langue est un point de vue sur le monde. Et ceci ne signifie aucunement qu'il faille nier ce que M. Martinez a appelé excellemment le besoin de véhicularité. Tout le monde comprend et conçoit que nous ayons besoin d'une langue commune pour répondre à des besoins de communication immédiats. Mais répondre à des besoins de communication immédiats, c'est ne répondre que très partiellement à des besoins d'expression, à des besoins de compréhension en profondeur, à des besoins de dialogue interculturel qui vont devenir au fil des années de plus en plus marqués. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut soutenir de manière un peu paradoxale que parmi les raisons qu'il peut y avoir d'apprendre une langue étrangère, M. Oki tout à l'heure évoquait les motivations des apprenants de français. Et il parlait en termes d'utilité, de satisfaction personnelle, etc. Pourquoi apprendre une langue étrangère? Eh bien, à bien des égards, parce que ça ne sert à rien. Il faudrait avoir le courage de dire que, à certains égards, ça ne sert à rien. Un auteur français, Charles Danzig, vient de faire un essai qui s'intitule, je crois, Pourquoi lire? Pourquoi lire? Pourquoi faudrait-il lire des livres? Et au bout de 250 pages, il conclut il faut lire parce que ça ne sert à rien. Eh bien, une partie des raisons, ce n'est pas la seule, bien entendu, les langues servent à quelque chose, comment le nier, mais une partie des raisons pour lesquelles il faut apprendre une langue étrangère et pour lesquelles il faut apprendre le français, c'est parce que ça ne sert à rien. Je vous remercie.